Bienvenue à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Deuxième saison de cette émission qui nous offre le plaisir chaque semaine de connaître un peu mieux des artistes qui font partie intégrante de nos vies. C'est le cas de notre invité aujourd'hui. Ses chansons ont marqué la fin du XXe siècle, ses refrains ont rythmé la bande originale de nos vies et il nous revient avec un nouvel album alors que son dernier album de chansons originales remonte à il y a quelques 21 ans. C'est Gérard Lenormand que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Gérard, comment allez-vous ? Bonjour à tous. Je vais très bien. Je vous remercie pour la question. Gérard, 21 ans depuis votre dernier opus de chansons originales. Je précise qu'entre-temps, il y a eu un album de duo qui avait été un véritable carton. Oui, mais là, c'est un album particulier puisque c'est une couveuse de talents et d'échanges entre artistes qui a été absolument phénoménal. Donc 21 ans, il n'y avait pas eu de chanson nouvelle de Gérard Lenormand depuis il y en avait. Mais elle n'était pas enregistrée. Mais elle couvait. Est-ce qu'on peut dire que vous sortez d'un long confinement ? 21 ans, c'est... Mais toujours, moi. J'ai toujours été, je suis pas un grand rapide sur la sécurité que je souhaite avoir quand je sors une chanson. L'exigence. Voilà. Et puis bon, on a vécu des choses aussi un peu particulières qui ont contribué aussi à cette rallonge très 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 importante. Qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années ? C'est une question qu'on ne peut pas ne pas vous poser. Je ne sais pas ce que je fais, je suis toujours ailleurs. Alors, je ne sais pas où j'ai été, je ne sais pas. Je bouge beaucoup, par contre, physiquement, je marche énormément, je visite un peu la planète. J'espère bien un jour visiter la Lune, maintenant on s'en rapproche. On peut le faire bientôt. J'aime trop notre planète pour m'enlacer. Le lien avec votre public n'a jamais été rompu. Les concerts, vous avez continué à en faire. Vous dites même, le concert, c'est ma bouée de sauvetage. Bah oui, non, c'est plus que ça, c'est le sens de ma vie. Je suis pas né pour faire des disques, je suis né pour chanter. Et donc, si je ne peux pas chanter pour des gens dans des salles, petites ou grandes, j'ai un manque terrible parce que... C'est un manque physique, Non, mais c'est physique et c'est sentimental aussi. Moi, je suis fait pour partager. Je chante pas pour moi, je chante pour faire rêver, ou pour dénoncer, ou pour faire enfin tout ce qu'on peut dire dans des chansons. Mais c'est la moindre des choses. Et je pense que je n'ai jamais fait des chansons idiotes, et je pense que je n'en ferai jamais. Vous avez imaginé ce qu'aurait pu être votre vie si cette rencontre avec le public n'avait pas eu lieu ? Est-ce que vous auriez pu avoir une autre vie ou c'est impossible ? Non, c'était pas possible. Non, c'était sûr. Moi, depuis que je suis né, je sais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce premier titre de votre album. On va en parler ensuite. C'est une chanson qui a été écrite et composée par Vianney, Changer, qu'on écoute un petit peu partout à la radio. Cet album qui vient de sortir le 8 octobre et qu'on écoute aussi donc sur Radio J. Changer, on l'écoute tout de suite. Au bruit de fer, au bruit de pas, moi je préfère le bruit du bois. On n'écoute pas toute la chanson, il oui. On continue. Au cri de guerre. Gérard, je le disais, cette chanson a été écrite et composée par Vianney. Ça a été une rencontre déterminante pour vous ? Ah bah oui. Ça a motivé votre retour en studio ? Alors c'est marrant parce que c'est né d'un miracle. Oui, Dave un jour m'appelle, il me dit Serge, viens dans mon émission. Je te fais pas l'accent de Dave, hein, c'est très ridicule. Oh, je suis sûr que vous faites très bien l'accent hollandais. Non, mais et donc ça dure depuis trop longtemps, on va arrêter. Et donc il me dit Serge, tiens à ce que tu viennes le rejoindre, car il m'a dit que vous aviez écrit ensemble une chanson qui paraissait incroyable pour vous, pour l'un comme pour l'autre, et qui a été faite. C'est Serge Lama pour nos auditeurs. Serge Lama, et il me dit, est-ce que tu aurais la... Je lui dis, mais je peux rien refuser à Serge, d'autant que cette chanson est aussi la sienne, c'est pas la mienne. Et donc, je ne peux rien refuser, et parce que cette chanson, je voulais pas trop
En parler avant. Oui, non, mais même en faire trop, quoi. Parce que pour moi, c'était un cadeau difficile. J'entends. Que je me faisais. On en reparlera tout à l'heure de cette chanson, donc, si vous voulez bien, Gérard. Et donc, je ne peux pas refuser à Serge, qui est un ami qui est plus qu'un ami, mais qui est aussi un grand artiste, et pour lequel je ne pouvais absolument pas auquel je ne pouvais pas dire non, car j'ai un grand respect pour lui et beaucoup d'amour. Et donc sur ce plateau, vous rencontrez un jeune artiste. Et effectivement, ce plateau a été absolument magique puisque je découvre un garçon qui me sidère. Vianney. C'était sa première télé? Ou une Je de ne ses sais premières pas, télé? mais je pense qu'en tout cas c'était une des premières, hein, je crois. Et donc, et ça a été une rencontre folle, quoi. Ça faisait beaucoup pour le même plateau. Oui. Et ça a été un coup de foudre, voilà. Et au point que 2 jours après, je reçois de sa part Une chanson. 2 titres. 2. Regardez s'en aller les choses. Qui est aussi sur votre album. Qui est sur l'album. Et Changer. Changer, c'est la chanson... C'est la chanson qui me situe aujourd'hui. Mais à la seconde, j'ai su que c'était ma chanson, quoi. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Musicalement, il est... Enfin, Vianney n'a que des qualités et c'est très agaçant, mais on ne peut pas dire autre chose que cela. Pour moi, c'est un petit génie, voilà, c'est tout. Pas un petit d'ailleurs. Un grand. Ah oui, il est incroyable. J'ai un respect immense. On a une tendresse, je crois, réciproque. Et non, quand on s'est vu, ça a été voilà. Je peux pas, mais c'était un choc émotionnel, de sensibilité proche. Et il a une chance, lui, au-dessus de moi. Il a un cadeau au-dessus de moi. C'est que lui, il est très à l'aise partout. C'est le contraire de moi. Voilà. C'est le contraire de moi, mais on s'est bien retrouvés sur l'essentiel. Mais votre vie a été comme ça, jonchée de quelques évidences comme ça, artistiques. Oui. Quand vous rencontrez, alors qu'il n'a que 17 ans... Guy Scornic avec il. Quand vous rencontrez, alors qu'il est encore lycéen à Chaptal, au lycée Chaptal, et Barbelivien, c'est une évidence aussi. Oui. Barbeau, c'est un dictionnaire, lui. Il a écrit tellement de choses. Il était tellement pour tout. Et puis, il peut écrire tout et n'importe quoi. C'est ça qui est exceptionnel chez lui. Et lui, il n'a pas de sélection. Et ça marche. Parce que il n'écrit pas comme un imbécile, fait des choses, il ose des choses et il va au bout et il gagne. Et Barbeau, c'est aussi un personnage absolument unique. Alors, Gérard, Mais j'aime bien les rencontres comme ça, moi. On s'est rencontrés grâce à Jean-Max Rivière, qui un jour me dit je voudrais te présenter un petit gars. Et tu sais, ce qui s'est passé, c'est que la première chanson qu'il me fait écouter, ça commence par Je vois un train venir sur un nuage. Et d'un seul coup, la sorcière Et là, de rage, je coupe le truc, je dis mais qu'est-ce qu'elle vient faire, la folle, là, etc. Et je dis spontanément, j'ai dit, je sais pas, moi, il faudrait, et j'ai fait, moi je chante. Et c'est votre première chanson. Rivière et Barbelivien, monsieur Barbelivien, me disent, ah oui, c'est mieux. J'ai dit, quoi Jean-Max Rivière, pour nos auditeurs, parce que là on est en train de parler métier. Un grand éditeur, un grand auteur. Alors, Gérard, vous connaissez le principe de cette émission, c'est vous qui en avez fait la programmation, et dans la liste de vos préférences musicales, la première, c'est Georgia on My Mind de Ray Charles. Tiens, tu vois, c'est Georgia on My... Oh putain, c'est terrible. Alors là, il y a effectivement les poils qui se dressent sur les bras de Gérard. Mais je suis un hyper, quoi. Et tout ce que je dis, mais c'est fort. Et Georgia, tu vois, me fait le même effet que quand je l'ai entendu pour la première fois, j'avais 14 ans. Alors, racontez-nous ça. Ray Charles. Et ça se passe comment? Non, mais ça se passe... Je commençais à chantouiller, tu sais...
Et dans les églises au départ. Oui, mais ça, dans les églises, j'ai toujours été le numéro 1 dans les églises à l'époque où j'étais chez telle et telle voilà, école. Et, voilà, bon, mais ça c'est... Là, c'est l'adolescence. Oui, à l'église de Sainte-Mère, d'accord. Justement, c'était ma salle de sonorisation, quoi, tu vois. Et je chantais à tue-tête, je chantais toutes les chansons du moment. Avec l'harmonium déjà. Je touchais l'harmonium, ouais. Et alors c'est marrant parce que j'ai compris assez vite l'harmonium que les accords. En général, un môme, j'avais 5-6 ans, et donc tu fais des notes, et j'avais compris l'harmonie. En fait, je crois que j'étais fait pour faire de la musique. C'était ça, quoi. Voilà. Et quand à 5 ans, vous jouiez avec cet harmonium, et dans cette église où on vous laissait venir chanter, vous en avez fait une chanson ensuite. On faisait le ménage, surtout. Le ménage pour le dimanche. Pour avoir le droit avec Clémence, qui était notre voisine et que j'ai adorée. Il y avait déjà une spiritualité chez vous à ce moment-là? Oui. Je pense que j'étais bien armé sur le plan spirituel. Et c'est quelque chose qui vous a suivi. J'entendais plein de choses. On m'aidait de là-haut. On vous a toujours aidé de là-haut. Très honnêtement. On vous a toujours aidé de là-haut. Oui, toujours. Je pense que je serais plus là et j'aurais pas vécu très longtemps si j'avais pas eu ça. Donc la croyance, c'est quelque chose qui fait vraiment partie. C'est pas le fait que j'étais dans des écoles, des écoles ou des établissements de religieux. C'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Moi, j'avais ma foi et je croyais en Dieu. Je savais pas qui c'était, lequel, etc. Mais je sais qu'il y en a un. Et surtout, je sais plus que jamais qu'il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas 500. Et ça vous a jamais quitté? Ça m'a aidé, ça m'a protégé, ça m'a rassuré. Et ça m'a permis de croire que mon avenir pouvait se faire. Et dans les meilleures causes, quoi, pour les meilleures causes. Et parfois les pires, mais c'est quoi le pire que j'ai eu, c'est mon accident, qui aurait dû me fracasser. J'ai explosé, la voiture a explosé un camion de front. Un camion qui transportait des poteaux électriques en ciment. T'imagines? Normalement. Dans une route très étroite, après Montluçon. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Et je l'ai pris de plein fouet. Sauf que, chance, je me suis endormi. Et donc, j'étais un morceau de chiffon. Et ça vous a sauvé? Alors, j'ai été très esquinté. Oui. Et là, la chance, c'est qu'il y avait une clinique unique dans toute la région, un grand professeur, qui a accepté, puisque tous les hôpitaux étaient complets. Les pompiers ont fait le tour des hôpitaux, c'était complet. Et ils ont eu l'idée, il y en a un qui a eu l'idée de dire, il y a une clinique là, il y a un professeur, il paraît que c'est... Allez, allons-y. Et le professeur m'a reçu. Donc, avoir la foi, ça vous a juste sauvé la vie, quoi, en gros. Et ça vous la sauve encore aujourd'hui. Mais de toute façon, il faut croire. En quoi exactement? Je ne sais pas, mais il faut croire. Alors, ça a du sens. Si on croit en la magie de certaines voix, on revient à notre Ray Charles et à cette chanson qui a été, je le rappelle, le symbole de la lutte contre la ségrégation raciale. C'est même devenu l'hymne de la Géorgie, cette chanson. Vous avez 14 ans et vous écoutez cette chanson. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit encore les poils se dresser sur vos bras. Regarde, je touche pas, moi. À l'époque, je vois. À l'époque, qu'est-ce qui se passe? C'est un choc. Là, je suis transi, là, tu vois. C'est un choc. C'est une voix exceptionnelle. Mais surtout, c'est miraculeux quand tu prends ça dans ton corps, dans ton âme et dans tes rêves, parce que tout ça est très mélangé. Et je ne savais pas qui était Ray Charles. Mais quand j'ai entendu Ray Charles, j'ai dit « Waouh !» C'était miraculeux. Vous saviez déjà on n'a jamais chanté comme ça. Et
J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Il y avait des chanteurs américains déjà qui passaient, mais c'était plus jazz, enfin bon. Et là, mais là, c'était l'âme d'un être qui me touchait moi, qui me bouleversait moi, Ray Charles. Vous saviez déjà que vous vouliez faire ce métier à ce moment-là? J'ai toujours su. D'accord. J'ai toujours su. La première fois que je suis arrivé avec Clémence, donc notre voisine, dans la petite église de Turqueville, j'ai levé le couvercle, j'ai compris que ça marchait. J'étais tout petit là, 4 ans. Hein, oui. J'ai vu les pédales, j'ai fait ça, et j'ai vu que quand on soufflait, ça faisait des sons, et j'ai joué une chanson de Lynn Renaud, Le Petit Cordonnier. Oh, d'accord. Voilà. Un petit cordonnier qui voulait... Chanson de Francis Lemarque. Voilà. Une chanson de Francis Lemarque. Génie aussi. Et je crois que la première à qui vous avouez votre désir de chanter, c'est votre grand-mère maternelle. Bien sûr. J'étais chez elle, là. D'accord. C'était la Normandie, je l'ai chanté d'ailleurs, c'était mon pays, bon, etc. Et la Normandie, c'est mon berceau personnel. C'est vraiment ça. La protection de tout un village. C'est là où vous allez encore... Parce qu'il y avait des silences autour de moi. Nous allons en parler ensuite. Il y avait des silences. Mais j'ai été respecté, j'ai été aimé, je faisais toutes les fermes. J'étais chez moi partout. Ça reste un lieu dans lequel vous allez vous retrouver parfois, toujours? Non, parce que je suis dans ce lieu depuis toujours. Vous n'y retournez pas, quoi. Vous y êtes. Non, mais j'y suis allé. J'ai passé des années là-bas. Mais c'est mon berceau. On n'oublie pas comment c'est fait son berceau. On l'a autour de soi. Il vous protège toujours, ce berceau-là. Et ma grand-mère et tous ces gens de la Normandie qui venaient de subir la pire des guerres, etc., étaient fabuleux. Et moi, j'étais un petit oiseau qui était tombé du nid. Et qui cherchait à prendre son envol. Et voilà, et que tout le monde protégeait. Au moins dans ce contexte-là. L'autre partie, c'est autre chose, mais on ne va pas en parler. Alors, on n'oublie jamais les berceaux qui nous ont nourris, on n'oublie jamais les chansons qui nous ont bouleversés. Georgia on My Mind, le choix de Gérard Lenormand dans les chansons de ma vie sur Radio J. Georgia on My Mind, le choix de Gérard Lenormand dans ses chansons de ma vie sur Radio J. Gérard, je voudrais on était en train de parler de votre enfance et je voudrais qu'on revienne sur votre album et sur le thème de l'enfance. Nul ne guérit de son enfance avait chanté Jean Ferrat, et il y a dans votre album une chanson bouleversante, je pèse mes mots, écrite par Serge Lama, composée par vous-même, qui s'appelle Maman. Cette chanson, je crois que c'est vous qui l'avez commandée à Serge. Racontez-nous ça. Oui, un jour je dis à Serge, j'ai une chanson très particulière que j'aimerais créer. Et je lui dis, je sais que tu vas être étonné, peut-être même gêné. Et pourtant, je crois que tu vas la faire. Il me dit, oh là, un truc comme ça, quoi. Et je lui dis, je sais que tu as une maman. Ah, elle me dit, oui. Et moi, je lui dis, moi aussi, avec le même point d'interrogation. Oui. Il me dit, ah non. Je lui dis, écoute, réfléchis. On a un vécu très proche, très similaire. Mm-hmm. Je sais qu'on a beaucoup de rage, de haine, de déception, etc. Mais on est né. C'est tout. Et c'est pas un crocodile qui nous a balancé dans la rivière. C'est une maman. C'est une maman. Le lendemain, alors c'était pas de réponse. Oui. Le lendemain, je reçois le texte. Le lendemain. Ce texte-là, le magnifique. Lendemain, je l'ai mis en musique tout de suite, 3 secondes. C'était important pour vous de faire cette chanson? Faire cette démarche, oui.
C'est une manière de vous réconcilier. C'est plus qu'une chanson. C'est une forme d'exutoire, en fait. C'était une façon... Même si cet exutoire n'est pas totalement efficace, mais malgré tout, c'est un pas. C'est un pas de plus vers le mieux. Une réconciliation avec votre enfance. C'est pas une question... Oui, avec mon enfance. Je parlais de votre enfance, là. Oui, voilà, oui. Non, parce que, les êtres restent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été. Donc, on ne va pas changer. Maintenant, je ne sais pas où ils sont, mais s'ils sont quelque part, j'espère qu'ils sont mieux, qu'ils sont meilleurs. Gérard, cette démarche, vous l'aviez commencé. On ne va pas rentrer dans des choses extrêmement intimes et qui ne regardent que vous. Mais lorsque vous chantez Warum mein Vater, déjà, il y avait... C'est drôle, parce qu'un jour, on me demande en Allemagne, et c'est la télévision allemande qui me... Et je ne sais pas ce qui se passe, mais à quoi je pense. Et j'allais, tu sais, ce grand truc là en Allemagne, là, oui. C'est à Berlin, ces grandes colonnes comme ça, bon, peu importe. La porte... Oui. D'accord, la porte de Brandebourg, d'accord. Brandebourg. Merci. Bravo, monsieur. Merci. Je peux revenir en deuxième semaine. Et donc, j'arrive là-bas, là je suis... Et dans l'avion, il y avait un truc qui tournait. Et cette phrase est venue. Warum mein Vater. Warum mein Vater. Pourquoi mon père? Pourquoi mon père? Et vraiment, je ne le voulais pas, quoi. Pour moi, c'est des... Et je sais pas. Et la chanson s'est écrite, comme très souvent chez moi, toute seule, quoi. J'ai pas de mérite. Quand j'ai des trucs comme ça, là, il y en a une dans cet album, là, justement, et qui a été faite comme ça, pareil. Et j'aime ces moments-là parce que je suis vraiment... en état. Je suis en état... relié, connecté. Mais totalement. Spiritualité. C'est la spiritualité. Et la spiritualité, ça existe. Et c'est très fort. Et chacun son Dieu, chacun son histoire, etc. Mais il y a quelque chose, quand même, qui devrait nous rassurer, même si c'est inquiétant. Alors... de Serge Lama, dans les chansons de votre vie, vous avez choisi une autre magnifique chanson sur l'enfance, écrite par Serge et composée par Yves Gilbert. Cette chanson, c'est Les Ballons Rouges. Je n'ai pas eu de ballons rouges. Je n'ai pas eu... Oui, bien sûr. Cette chanson, vous auriez pu la chanter. Oui, mais bon, c'était bien par Serge. Mais en tout cas, quand on lit le texte, il n'y a pas grand-chose qui ne vous correspond pas. Quand on vous oui, connaît un mais petit peu. Je trouve que, si tu veux, les ballons rouges, c'est les ballons rouges. Maman, c'est autre chose. Maman, et pour nous, c'était un pas infranchissable. Et Serge, et bizarrement d'ailleurs, j'ai été surpris parce que il m'a dit ah non. Le lendemain, j'avais le texte. Enfin, le soir même, j'avais le texte, quoi. Vous aviez dû être un petit peu convaincant. Vous aviez su trouver les mots. Non, c'est pas de la conviction, ça. Je l'ai troublé. Touché. Je l'ai mis en situation de choix. Et il a dû se dire, mais après tout, je suis con, je peux la faire puisque on a vécu quasiment pareil. Et donc, pourquoi je le priverais de ça? Et peut-être, ça c'est moi qui le dis, m'en priverais-je. Ce que je vous propose, Gérard, pour nos auditeurs, on va leur faire un petit cadeau. Un extrait de Maman, suivi des Ballons Rouges que vous avez suivi. Oui, d'accord. Je trouve que oui. la correspondance, au sens baudelairien du terme, elle se fait très bien. Je te fais parfaitement confiance. On écoute ça. Maman et les Ballons Rouges. Les Ballons Rouges, Serge Lama, le choix de Gérard Lenormand dans les chansons de ma vie, dans ses chansons de ma vie sur Radio J. Gérard, nous allons continuer une promenade au pays des chansons de votre cœur. Et là, parmi votre choix, un artiste avec qui, dans les années 70, vous allez m'arrêter si je dis une bêtise, mais je crois pas, vous avez partagé le même directeur artistique. C'est Francis Cabrel. Ah. Francis Cabrel, Jean-Jacques Souplet. Et Jean-Jacques Souplet, le regretté Jean-Jacques Souplet, qui était vraiment un talent sorcier. Oui. Quelqu'un qui nous a... un directeur artistique, comme il en existait à l'époque. Et j'étais son premier artiste, quasiment. Et cet artiste, donc, c'est Francis Cabrel, donc, avec qui vous avez partagé Jean-Jacques. Qu'est-ce qui vous touche chez lui?
Cabrel, qu'est-ce qui vous touche chez lui? C'est quoi? Ah, mais tout. En un mot, si vous deviez... Non, mais Cabrel, c'est une entité. Il est à part. Vous l'avez vu arriver chez CBS Oui, je l'ai vu. Et quand Jean-Jacques Soufflet... Je l'ai vu, je l'ai croisé à son premier rendez-vous chez CBS avec Jean-Jacques. Et il parlait très peu, très discret. Puis moi, je n'avais pas à m'immiscer dans cette rencontre à partir du moment où ils avaient rendez-vous et qu'ils allaient décider de travailler ensemble. Mais première chanson que j'entends, je dis « Waouh !» C'était quoi? C'était Les Murs de Poussière? Petite Marie? Petite Marie. Alors, on parlait de Jean-Jacques Soufflet, d'un métier qui n'existe plus, les directeurs artistiques. Ouais. Il a été déterminant, Jean-Jacques Soufflet, dans votre direction de carrière. C'est comme si tu me demandais si mon frère était déterminant dans nos vies de famille. Alors, vous allez nous dire en quoi il a été déterminant. C'est lui qui vous a amené les bonnes chansons au bon moment? Parce que les chansons, vous en écrivez aussi beaucoup. Les matins d'hiver, c'est lui qui vous les amène. C'est lui qui vous les amène. Non, c'est les frères Seff que je connaissais déjà, moi. Et quand ça s'est fait naturellement. Enfin, moi, je connaissais les frères Seff déjà d'avant. Et donc, je dis à Jean-Jacques, j'ai rencontré les frères Seff, oui. Et puis d'autres, et puis ça s'est fait comme ça. Et Jean-Jacques me disait, ah oui. On choisissait ensemble. Hein. C'est ça que je voulais vous demander. Vous étiez toujours d'accord sur le choix des chansons? Il n'y a jamais eu de... Non. Aucun. Et tout ce qu'on a fait ensemble, il n'y a jamais eu aucun doute. Il avait le pif pour vous amener les bons mots. Alors, et les bonnes il musiques. avait le pif et j'avais le pif. Nous avions 2 pifs d'enfer. À 2, c'est encore mieux. Il vous est arrivé... parfois de laisser passer certaines chansons qui ont été des tubes chantés par d'autres? Non. Jamais. Oh, il y en a qui ont dû m'échapper. Mais ça m'est égal. Si elles m'ont échappé, c'est parce qu'elles ont été ailleurs. Et puis, je ne pense pas à ce qui va ailleurs. C'est même rayé, d'ailleurs, de ma mémoire. J'aime pas m'embrasser. Mais non, mais c'est très rare. En général, quand on m'a amené des trucs, c'était oui, non. On en revient à Francis Cabrel. Votre choix de Francis Cabrel dans ces chansons de votre vie, c'est la corrida. Pourquoi cette chanson-là? Pourquoi celle-là en particulier? C'est plus qu'une chanson. C'est un hymne pour la cause animale, déjà. Mais c'est évident. On pense à tous les animaux dans cette chanson. On ne pense pas qu'au taureau. On pense à la bêtise humaine et au viol de la vie de ces choses qui sont au moins aussi importantes que nous. Il n'y a pas un animal qui ne compte pas, qui n'a pas sa propre sensibilité, etc. Enfin, comment peut-on penser... mais pendant des millions d'années, on a pensé que les animaux étaient rien, quoi. Oui, et qu'il n'y avait pas de Et sensibilité. que c'était des beefsteaks. Et je trouve ça scandaleux. Ça peut vous mettre en colère, je ne sais pas si les religions n'ont pas été un peu responsables, d'ailleurs, de cela. Oui, l'homme, on surmonte l'homme, et la vie, l'autre vie, on la dénie d'une certaine façon, et on l'a trahi, et on l'a sali, et on la brûle même parfois. Voilà. Et Gérard, vous êtes engagé... C'est l'intelligence humaine. Vous êtes engagé dans la défense de la cause animale? Mais bien sûr. Enfin, moi, les animaux, j'y suis aussi sensible. Je suis aussi sensible aux animaux qu'aux êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on est tous sur la même bulle. On n'est pas grand-chose. Même s'il y a Einstein, il y a des Einstein dans les animaux, probablement. Mais les Einstein des animaux, on voit bien qu'il y a des animaux qui ont une espèce de prédiction sur comment dirais-je, de partage et de commande aussi. Oui. Il y a des animaux qui font la paix. Ça existe, hein? Vous avez beaucoup d'animaux domestiques chez vous, Gérard? J'ai mon chien.
toujours, mais tu sais très bien que j'ai eu beaucoup d'animaux, puisque quand j'avais ma ferme, j'avais des vaches, j'avais des ânes, j'avais plein. Et puis surtout, j'accueillais tous les animaux qui venaient d'ailleurs. Alors, une petite anecdote quant à cette chanson, je ne sais pas si vous le savez ou pas, Francis Cabrel me l'avait raconté, le jour où il écoute cette chanson, il y a un jeune assistant qui est là, et à la voix cette voix magnifique de Reyes, qui fait toute la partie espagnole, le gamin qui est là, c'est un petit assistant, il a 17 ans, il le voit sangloter. Et là, il s'est dit, j'ai fait une chanson qui me dépasse. Il ne s'attendait pas à ce que ce gosse, qui ne le connaissait pas, qui était un petit assistant, qui était là pour amasser les bandes et amener les sandwichs, se mette à sangloter en écoutant cette chanson. Cette chanson, je vous propose pour vous qu'on l'écoute. La corrida, Francis Cabrel. Je veux. La corrida, Francis Cabrel, le choix de Gérard Lenormand dans les chansons de ma vie. Gérard, vous avez choisi dans ces chansons de votre vie Bob Moran, l'aventurier d'Indochine, et cela va nous amener tout droit à parler d'un côté de votre activité artistique qu'on ne connaît pas forcément. Vous avez été aussi producteur d'autres artistes. Oui, bien sûr. Racontez-nous ça. On est à l'aube des années 80, au tout début des années 80. Moi, ça roulait très bien pour moi. J'avais pris quelqu'un pour encadrer un petit peu la société, etc. Et qui me fait écouter Indochine. Qui était totalement inconnu à l'époque. Totalement. Et je lui dis « Waouh !» Il me dit quoi? Je dis « Waouh !» C'est inattendu, c'est très particulier, oui. Il me dit « Ok, j'y vais. » C'est un son qu'on n'avait pas à l'époque. Oui, puis cette guitare, et puis la voix de moi. Et je sais pas, mais en l'espace de 2 semaines, ça a été enregistré, 2-3 semaines, tu vois, et le disque sort, Indochine. Et ça devient un carton. Et c'est un carton. Moi, je m'occupais pas de tous les... Mais vous avez un collaborateur qui gérait ça pour votre label de disques que vous avez monté. Et surtout, ce que j'ai fait, comme je suis pas tout à fait bête, j'ai dit aux garçons qui géraient ça, par contre, chacun sa vie, chacun son histoire. C'est-à-dire, tu t'en occupes, moi je ne m'en occuperai pas. Si j'ai des choses à dire, je le dirai, et encore que je ne l'ai même pas fait, parce qu'à chaque fois j'écoutais, je disais, c'est de l'Indochine, c'est parfait. Et donc, à chaque album... Vous les avez produits pendant combien de temps? Je ne sais pas, non... déjà, le premier carton, c'est... L'aventurier. Mais je ne suivais pas du tout ni tout ce qui était financier. J'avais dit, je ne me mêlerai pas de ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent. Si on me demande mon avis, je le donnerai. Et encore, je ne sais même pas si j'ai dit ça, parce que même ça, ce n'est pas dans mon genre. Mais par contre, effectivement, j'ai dit OK tout de suite. 3 secondes après, c'était signé. Ce ne sont pas les seuls artistes que vous avez produits. Oui. Je crois qu'Imagination, c'est vous Imagination. aussi. Non, attends. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Un producteur ami anglais nous envoie un échantillon du disque Imagination, donc, et j'écoute ça. Bien sûr, le garçon qui s'occupait de ça me dit voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je dis mais c'est dingue. C'est super, ça va faire un carton. Je me souviens, j'ai pensé au Brésil parce que j'allais souvent au Brésil à cette époque-là. Et j'ai dit ça, et à Brasilia, tu connais c'est la musique et les boîtes. Enfin bon, il y avait même Régine d'ailleurs encore à l'époque. Qui était là. Et donc je dis ça, c'est voilà. Aucun problème. Puis moi, je te disais ça en 3 secondes, et puis c'était parti, quoi. Puisque j'étais le patron, d'une certaine façon. De votre label. Voilà. Et l'histoire, vous la connaissez. Et en plus, moi, j'avais des contacts avec l'Allemagne, enfin, donc, voilà, je l'ai évoqué. Mais, donc, je savais qu'on avait une plateforme formidable internationale. Pour lancer ça. Beaucoup plus importante que moi, je pouvais avoir.
avec ce genre de produits. Et puis, bon, voilà. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, quand même, c'est que vous avez quand même un sacré pif, quand même. Deux tubes, dont un tube planétaire. Oui. Imagination, c'était pas évident de signer ça dans les années 80. Effectivement, aujourd'hui, ça paraît évident. Oui, non, mais parce que les gens croient que les artistes ne pensent qu'à eux. C'est vrai, c'est un petit peu l'image qu'on en a. Oui, c'est un peu le défaut des artistes, d'ailleurs, je dirais. Oui. Moi, j'ai aucun... Tout ce qui me plaît me va. Ce qui me plaît pas, bon, bah, je dis non, là, tu vois, franchement, c'est pas ma tasse. Mais ça, et à chaque fois, je me suis pas. Quand je dis oui, c'est que j'aime moi-même. Ce que je fais, c'est ce qui me plaît, moi. Et donc, un disque me plaît, il n'est pas sorti, il va sortir. Je dis ok, on le sort. On y va. Et Nicolas Sirkis, le chanteur du groupe Indochine, vous l'avez rencontré ensuite, vous êtes fréquenté ou pas du tout? Malheureusement, il y a eu des choses qui m'ont échappé, que j'ai découvert par la suite, parce que je ne m'occupe pas, je ne me suis jamais occupé du suivi. C'est ça, de la gestion de la carrière. Je voulais pas. Je disais oui, je signais et c'était bon. Après, bah, advienne que pourra. Et j'ai eu de très belles choses, mais je suis pas. Même mes disques, moi, je m'en occupe pas. Pourquoi veux-tu que j'aille m'occuper des disques que j'ai produits? Je ne suis qu'un modeste producteur, ça marche du feu de Dieu, mais Gérard, c'est pas mon problème. Et je pense pas, j'ai jamais pensé à l'argent et à tous ces trucs-là, parce que c'est pas ce qui m'intéressait. Mais rendre service à quelqu'un, ouais. Ça doit quand même vous rendre heureux, vous rendre un peu fier de savoir que vous avez aidé. J'en ai jamais parlé vraiment. Un groupe à... C'est bien. Mais là, comme c'était dans oui, votre choix de chanson et que je connaissais l'histoire, pour ça je me suis permis de... Bah oui, quand même. En plus... Quand même, parce que j'ai été un genre de moteur. Si on vous proposait aujourd'hui, en tant que justement que moteur, que producteur, que découvreur du talent d'autrui, aujourd'hui de devenir juré dans une de ces grandes émissions sur des fauteuils rouges où on se retourne pas, est-ce que vous iriez aujourd'hui ou pas faire ça? Je n'ai pas ce côté... non. En plus, moi j'ai un gros défaut, je suis un hypersensible. Et malheureusement, je n'arrive pas à m'en guérir. Et je suis à fleur de peau tout le temps. Et j'évite ces choses-là, parce que je serais... une éponge. Oui, je souffre, moi, de ce que je suis, de ma sensibilité, voilà. C'est ce qui a fait votre carrière aussi. Mais bien sûr, mais j'aurais pas écrit toutes ces choses si elles venaient pas du profond de moi-même, quoi. Et donc, je suis assez satisfait de cela, mais j'en rajoute pas, quoi, parce que je suis trop fragile, en fait, et je le suis de plus en plus. Je vous propose de faire un petit retour dans ces années 80, 1982 si ma mémoire est bonne, une chanson inspirée par la bande dessinée d'Henri Verne, un vieil auteur, il avait plus de 80 ans quand cette chanson est sortie, il a revendu des wagons de bande dessinée grâce à cette chanson que vous avez, donc ce groupe que vous avez produit, L'Aventurier, Indochine, une production de Gérard Lenormand, chantée par Indochine. On l'écoute. Indochine, le choix de Gérard Lenormand dans ses chansons de ma vie. Gérard, vous affichez élégamment 76 printemps. Votre voix n'a pas bougé. C'est quoi votre élixir de jouvence? La passion? Ouais, la passion et la foi. On y revient. Et surtout, la bonne foi. J'ai une maladie terrible. Je ne supporte pas les mensonges, le mensonge. Donc, comme vous pouvez le comprendre, je suis très malheureux aujourd'hui. Pourquoi les mensonges vous faut tant souffrir? Non, c'est tout. Je dis je ne supporte pas les mensonges. C'est pas les, c'est le mensonge. Le mensonge de toute pièce. Vous avez déclaré oser faire un disque à 76 ballets, c'est quand même démentiel. Mais les paris, même les plus dingues, c'est un peu l'histoire de votre vie, non? En fait, c'est pas démentiel, puisque... C'est ce que vous avez dit. Oui, mais vous savez, on parle et on dramatise un petit peu, ou on force un peu la... Mais je suis simplement en bonne santé, je touche du bois, je crois que je reste à peu près normal, et surtout, je crois que j'ai gardé la même âme que j'avais
quand je suis arrivé sur cette planète. Je crois que j'ai rien fait pour me détourner de moi-même et des autres. Vous ne vous êtes pas abîmé, jamais. Non, puisque vous savez bien que je suis un sauvage. J'ai toujours été à part. Regardez, dans le métier, je n'ai fait que ce que je pensais pouvoir faire. Mais j'ai refusé énormément de choses. On m'a proposé des tas de choses, mais non. Et regardez, ça fait 20 ans que j'ai rien fait. Enfin, Tout va bien. Mais, Tout va bien. Et avec cet album-là, vous rattrapez, ça va. Mais je rattrape rien. En tout cas, je vis ma vie. Vous allez rattraper avec le mes manque moyens qu'avaient vos fans. et mes libertés. Oui, bien sûr. J'ai un immense. Vous savez, j'ai pas besoin de le dire. Ils le savent, franchement, parce que ma grande qualité, c'est la fidélité. Vous dites souvent ne pas être quelqu'un de tranquille. Non, c'est un gros inquiet. Avec l'âge, Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais être beau? Est-ce que je vais être propre? Est-ce que je vais... Honnêtement, avec l'âge, vous n'avez pas acquis une forme un peu de sérénité par rapport à ça? Jamais. Non, je suis toujours comme ça. Regardez. Je vois. Voilà. Donc là, une main qui tremble. Vous pensez à la postérité? Est-ce que vous allez laisser ou ça vous intéresse pas du tout? Ça ne m'intéresse pas du tout. S'il y a l'entité à laquelle je pense, tout va bien. Alors, Tout va bien et je suis tranquille. votre Je cinquième... sais que je serai très bien accueilli. On En a le toute temps. modestie. On a le temps encore, on a le temps. Je vous assure, Gérard, on a le temps. Votre cinquième et dernier choix dans cette liste des chansons de votre vie, c'est Henri Salvador et son Jardin d'hiver. Ah, pas Alors, seulement. C'est cette chanson-là que vous avez choisie. Oui, non, mais j'entends bien. J'ai choisi le titre. Il en faut. Oui. On ne va pas faire sa discographie. Elle est énorme. Mais Henri, voilà. J'avais 5 ans quand j'ai entendu. Il travaillait. Enfin, j'ai entendu la chanson douce. Hein. D'accord. Le blues du dentiste. Boris Vian pour les paroles. Avec Boris Vian, pardon, monsieur Boris Vian pour les paroles. Monsieur Boris Vian. Et j'ai adoré Henri depuis ma prime enfance. J'avais 4, 5 ans, 6 ans, peu importe. Et il a toujours été la voix de rêve. Il a toujours été, cette voix était magique. Il pouvait chanter n'importe quoi, même dire le pire. Tout Parce que bon, et pour moi c'est un immense artiste. Vous vous souvenez quand même des émissions de télé avec les premières grandes émissions avec les Carpentiers, c'était avec Henri. Il n'y avait pas de Noël à la télévision. On en rêve encore enfin ceux qui les ont vus une fois se disent mon Dieu, qu'est-ce qu'on pouvait faire à cette époque? Il n'y avait pas de fête de fin d'année à la télévision sans une émission dans Boris Salvador. Évidemment. Cet homme qui... Il était complet. Grand musicien, très très bon musicien, guitariste. Émérite. Oui, très précieux pour les textes, contrairement, parce qu'on dit, ah oui, il chantait des conneries. Pas du tout. Il n'a jamais chanté de conneries, Henri. Il faisait rire. Et ces chansons fantaisistes, ce sont peut-être les plus difficiles à écrire. Exactement, oui. Cet homme qui, à 83 ans, est enfin reconnu, on lui donne une victoire à 83 ans, il est enfin reconnu dans ce rôle de crooner qu'il attendait tant, parce que le grand public n'avait vu en lui, et une certaine partie de la profession n'avait vu en lui que le côté amuseur. Ouais. Ça vous évoque quoi, ce mec qui est enfin reconnu dans ce qu'il a toujours été, parce que même dans Le Travail c'est la chanter, même toutes les chansons les plus drôles, il y avait toujours des magnifiques chansons de crooner en face B, toujours. Ça vous évoque quoi? Une certaine tristesse, une certaine... Non. Je pense qu'il était reconnu par le public. Maintenant, ceux qui donnent les récompenses, c'est pas forcément les meilleurs et ceux qui font les meilleurs choix. La preuve, quand tu mets 80 ans pour saluer la carrière d'un artiste, c'est que tu as un problème dans ta vie. Vous avez l'impression, vous Gérard, aujourd'hui, que le public vous connaît pour qui vous êtes? Ah ça oui. Alors là, j'en suis sûr. Moi, tu te balades avec moi dans la rue, tu vas tout de suite comprendre. C'est du respect d'abord. Et j'y suis très sensible. Je déteste l'énervement, je n'aime pas. Et ils le savent. Mon public le sait. Et c'est donc toujours du respect. Et
C'est comme cela que j'ai autant de respect pour eux que pour moi. Quelqu'un qu'on respecte beaucoup, que vous respectez beaucoup, votre choix, Jardin d'hiver, Henri Salvador. Ah, superbe. Salut Henri. Jardin d'hiver, Henri Salvador, votre choix, Gérard. Nous arrivons à la fin de ce rendez-vous. J'ai l'impression qu'on a commencé il y a 3 minutes. Votre dernier album, il est tout chaud, il est dans les bacs, il est sorti le 8 octobre. J'en rappelle le titre, Le goût du bonheur. Un album, je le dis, personne ne me force à le dire, un album extrêmement touchant, extrêmement authentique. Et pour qui aime la vraie bonne chanson française, un album que je recommande. Gérard, une dernière question, je la pose à tous nos invités. 50 ans de succès, 50 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui dans tout ce parcours ? Je vais dire une horreur, hein. Mais je suis très honoré d'avoir fait ce que j'ai fait comme je l'ai fait, parce que je n'ai jamais forcé quoi que ce soit, qui que ce soit. Je n'ai jamais tenté qui que ce soit de me donner un peu plus ou un peu moins, peu importe. Vous êtes resté vous-même toujours ? Je suis resté intégralement le petit Gérard Lenormand que j'étais quand j'avais 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc. J'ai une énorme maladie, c'est le mensonge. Je déteste le mensonge. Vous n'avez jamais Le menti. mensonge, c'est le mal. C'est le mal pour tout le monde. Vous ne vous êtes jamais menti à vous-même. C'est ça, votre Il ne force. faut pas se mentir. Comment vous avez essayé de vous mentir? Oh, il y a des gens qui arrivent très bien. Ah, mais j'ai un Ça, sacré culot, quoi. ça s'appelle C'est des mythomanes, et il y en a plein. Oui. Et qui finissent par les croire en plus, leurs propres mensonges. Oui, je doute de cela. En tout cas, Je doute de cela. Qu'on croit ces mensonges, c'est pas facile. Ou alors c'est le diable. on vous souhaite de rester le petit Gérard Lenormand, le grand Gérard Lenormand, celui que les auditeurs aiment tant. Merci Gérard, merci d'avoir fait ce petit détour par notre studio. Et on souhaite bonne chance à cet album, Le goût du bonheur. Merci Gérard. Ça me fait plaisir, merci.